En fait, la France s'est crue trop longtemps chez elle en Afrique. Elle a exporté sur le quart du continent, elle a exporté non seulement sa culture, son administration, ses militaires, en faisant une petite France pendant une période beaucoup trop longue. Et à la chute du mur de Berlin, ça veut dire vers 89-90, au lieu de remettre un peu les choses à plat, elle a continué à faire comme si elle était chez elle, un peu hors sol par rapport aux réalités africaines. Ça veut dire, c'est contrairement à la colonisation britannique, qui était vraiment chacun dans son club avec le pire, l'apartheid en Afrique du Sud, le meilleur, c'est justement, ça veut dire l'identité des pays africains, c'était pas ils ne dirigeaient pas directement. La France, avec ses dizaines de milliers de coopérants, en Côte d'Ivoire, en 80, il y avait encore 50 000 Français. Ça veut dire, je crois vraiment, c'est cette façon de s'être installé sur ce continent et d'avoir pas compris. Moi, je vois ça d'une façon historique, une période historique. Et je pense que l'erreur, c'est en 89-90, la France est restée comme si elle était chez elle. Alors qu'elle ne s'est pas intéressée à l'Afrique des Africains, elle ne s'est pas intéressée aux cultures africaines, elle ne s'est pas intéressée à l'Afrique réelle. Et c'est ce qu'elle paye actuellement. Ce qui frappe aussi, c'est que ce passé qui ne passe pas, c'est surtout le cas auprès des jeunes des pays visités dans ce film. Autrement dit, des hommes, des femmes qui n'ont pas connu cette période de la colonisation, pas connu non plus la période de la décolonisation, qui a été particulièrement violente dans certains de ces pays. On pense au Cameroun, notamment. Ça, c'est particulièrement frappant. C'est orchestré par qui cette... Alors moi, je pense qu'il est quand même important de se rendre compte qu'il y a incontestablement, comme on le voit parfaitement bien dans le film, un rejet de la France, mais qu'il y a un rejet beaucoup plus large de tous les partenaires traditionnels, notamment des partenaires européens, y compris de ceux qui n'ont pas le même passé colonial que la France. Il y a aussi un rejet assez viscéral des organisations multilatérales. L'ONU a dû quitter la région de manière assez violente. Donc, oui, bien sûr, il y a cet héritage qui est lourd à porter, mais je pense qu'on se trompe en pensant que le diagnostic doit uniquement se concentrer sur ce rejet de l'héritage colonial. Il y a plus largement une remise en cause des relations asymétriques, des relations perçues comme de domination d'un Nord par rapport à des pays du Sud. Et comme la France cherche à être extrêmement visible, notamment sur le continent africain, en se prévalant de la connaissance supérieure à celle de ses autres partenaires européens qu'elle en aurait, c'est elle qui fait l'objet du rejet le plus virulent. Et parce que vous évoquez évidemment d'autres pays européens qui aussi ont été colonisateurs. On peut évoquer évidemment, vous l'avez évoqué, la Grande-Bretagne, les Belges, bien entendu, voire les Allemands. Pour les Belges, ça n'est pas facile, par exemple. Oui. Aujourd'hui, en Afrique centrale, RDC. notamment en RDC, les choses sont compliquées. Mais on voit aussi que, par exemple, les politiques de développement d'acteurs comme les Allemands ou comme les pays scandinaves même, qui sont pourtant généralement perçus comme des partenaires facile et sans cet héritage très lourd, devient de plus en plus difficile à accepter pour les partenaires africains qui estiment, comme le disait très justement Antoine, que l'on ne respectent pas leurs traditions, que ne respectent pas leurs savoirs locaux et qui eux aussi deviennent ultra souverainistes. Ousmane Ndiaye, vous partagez cette analyse en totalité, pour partie, peut-être des réserves à ce qui a été dit à l'instant? Non, je voulais juste faire un focus sur la jeunesse, parce qu'il me semble qu'elle dit beaucoup de choses, elle révèle beaucoup de choses. Une des choses que la jeunesse révèle, c'est que moi qui ai grandi jusque dans les années 90 en Afrique, notre conscience, notre culture politique se construisait sur beaucoup de choses du monde, sur la Palestine, sur plein de choses. Aujourd'hui, à partir des années 2000, moi j'ai observé que la culture politique se construisait sur le refus de ce qu'on appelle l'ordre postcolonial. C'est ce qu'Antoine décrivait, par exemple, la génération de nos pères ont vécu dans une sorte de suite post-coloniale plus prégnante et qui ne l'ont pas contestée. Et c'est des choses très concrètes. Je donne un exemple très simple. L'université de Dakar, qui est la grande université d'Afrique de l'Ouest. Après l'indépendance, elle était dépendante de l'Académie de Bordeaux pendant une décennie. Donc, c'est des choses très concrètes. Cette génération-là, en mai 68, s'est révoltée pour couper les liens. Donc, quand on a coupé les liens coloniaux de fait,
ça s'est poursuivi de façon très pragmatique. Et ça s'est poursuivi juste dans les années 90, dans une sorte de relative indifférence. Par contre, je pense que la jeunesse se réveille parce qu'il ne faut pas sous-estimer les conséquences des politiques d'ici. Je pense que le monde s'est globalisé. Chaque acte politique, immédiatement, avec les réseaux sociaux, a une conséquence immédiate. Je donne un exemple. Pour moi, il y a deux tournants très importants. 2005. Jacques Chirac, enfin je crois que c'était sous Chirac, on essaie de faire passer cette loi en France sur les bienfaits de la colonisation. Après, quelques années après, le discours de Dakar. Et en fait, dans ce temps-là, dans cet espace-là, de Nicolas Sarkozy, où il montre une Afrique arriérée et tout, Oui. et ça a donné lieu à une mobilisation incroyable. Et ça s'est fait d'ailleurs symboliquement à l'université de Dakar. Donc on a toute une génération qui s'est construite avec comme repère politique avec la France le discours de Dakar, les tentatives de réécriture de l'histoire coloniale, ou bien, et ça on n'en parle pas beaucoup, les politiques répressives migratoires qui sont perçues là-bas aujourd'hui maintenant. Parce que la distance s'est rétrécie, tout ce qui est fait ici a une conséquence immédiate. Et puis dernière chose, il faut remarquer que ceux qui portent ce combat-là, les visages les plus médiatiques sur ce combat-là, ils ne sont pas des Africains qui ont grandi en Afrique, c'est des Africains qui ont grandi ici, qui ont vécu ici, qui sont français. Autrement dit, c'est la diaspora. Oui, par exemple, Kémy Séba a grandi dans... Kémy Séba, qui est un des radicaux de ce tour, a grandi à Strasbourg. Et donc, ça refait le lien entre nos politiques d'ici contemporaines et ce qui se passe avec la jeunesse africaine.